Alors chapitre 3, le projet démocratique européen. Donc on a commencé par une petite caricature en introduction pour montrer que effectivement on a une Europe qui à l'origine est une Europe, un projet politique qui commence à 6 États à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50, à un projet qui va profondément s'élargir, 27 États. Euh, alors d'un côté donc c'est une caricature qui montre finalement un aspect plutôt positif, c'est l'unité des peuples européens qui se réunissent autour d'un projet commun, mais en même temps les difficultés à s'entendre, des différences culturelles qui vont provoquer des accords, des difficultés, et finalement la difficulté à construire un projet politique qui original et qui est unique au monde, qui est le projet démocratique européen. Donc l'émergence du projet européen après la guerre, démocratie, paix, fondement de la reconstruction européenne, la question donc de la reconstruction. Donc l'Europe en 45 est une Europe détruite par la Seconde Guerre mondiale. Cette Europe, elle va falloir la reconstruire rapidement. C'est une Europe en ruine, à l'image de la ville de Dresde en Allemagne en 45. Et donc, alors c'est aussi une Europe détruite moralement, hein, et même idéologiquement, parce que c'est une Europe qui s'est fait la guerre. Toutes les valeurs humanistes de la philosophie des Lumières ont été bafouées par des crimes de grande ampleur. Donc c'est une Europe à reconstruire aussi au niveau politique et idéologique. Alors à la fin de la guerre, il y a un certain nombre de personnalités qui s'expriment sur la possibilité de mettre en place un nouveau projet politique. Churchill est plutôt favorable à un mouvement qui rassemblerait les nations autour d'un projet commun. Et puis vous avez d'autres personnages qui eux veulent aller plus loin dans la construction européenne, comme Jean Monnet qui lui veut construire une Europe fédérale, une Europe transnationale, hein, qui ira au-dessus des nations et qui mettra en place un projet projet politique beaucoup plus audacieux et beaucoup plus original. Donc la construction froide, la guerre froide, pardon, encourage la construction européenne. À la fin de la guerre, avec le déclenchement de la guerre froide, eh bien le projet européen va connaître ses premières réalisations, ses premiers pas, à travers d'abord l'idée qu'il va falloir présenter une forme d'unité face au péril soviétique qui s'exprime en Europe de l'Est. Donc il faut s'unir pour faire face à la menace communiste. Les États-Unis encouragent l'unité des Européens face à cette menace en mettant en place le plan Marshall, c'est-à-dire une aide économique que les Européens vont devoir gérer eux-mêmes. Et donc la première organisation qui est créée, c'est l'OECE, qui va donc gérer le plan Marshall. Les premières communautés supranationales, le Conseil de l'Europe. Alors, dès mai 1948, c'est l'ouverture du Congrès de l'Europe à La Haye, qui est la première assemblée européenne qui va se réunir. Elle est composée de personnages qui n'ont pas été élus, hein. Ce sont des personnalités qui représentent différents mouvements, des hommes politiques, des syndicats, des journalistes, des intellectuels, etc., qui vont donc faire des préconisations, donner leur avis sur ce que pourrait être l'Europe politique, l'Europe unie. C'est une assemblée qui n'a pas de pouvoir politique, mais qui marque les premiers pas vraiment de la construction européenne. La déclaration Schuman, en 1950, elle va beaucoup plus loin. Schuman est un personnage, un Européen convaincu, qui va proposer un premier projet concret, à savoir donc la création de la CECA, c'est-à-dire l'unité des peuples de certains États, en fait 6 États, qui vont s'unir autour d'un projet commun qui est la libre circulation du charbon et de l'acier, afin de permettre une reconstruction rapide de l'Europe par la libre circulation de ces marchandises qui sont essentielles à la reconstruction. La communauté économique du charbon et de l'acier est dans un premier temps un succès, hein, une réussite. Et cette réussite va encourager la mise en place d'un projet beaucoup plus ambitieux qui est la création de la CEE après le traité de Rome. Donc le traité de Rome
met en place la libre circulation des marchandises et des capitaux à l'intérieur d'un espace qu'on va appeler donc le marché commun. Il y a 6 États qui s'unissent autour de ce projet. Ces 6 États signent donc un traité qui est le traité de Rome, qui marque la naissance donc de la CE. Alors cette CE, elle va dans les années 60 jusqu'au début des années 80 connaître une période de construction, donc on va appeler ça une Europe en chantier. La CE va encourager la modernisation de l'économie européenne, à travers par exemple la mise en place de la politique agricole commune, qui est une politique agricole qui consiste à moderniser l'agriculture européenne par une politique d'aide aux agriculteurs, de mécanisation, d'aide financière. La PAC va devenir assez rapidement une politique importante, qui va prendre une part de plus en plus importante dans le budget européen, et qui va permettre à l'Europe progressivement de devenir une puissance agricole à travers un vaste mouvement de modernisation de l'agriculture. La modernisation, elle passe aussi par d'autres projets, comme le projet autour de la recherche atomique, l'Euratom, par exemple, qui permet aux scientifiques européens de développer une énergie nucléaire civile et une alternative au pétrole. Alors les premières institutions européennes sont donc progressivement mises en place. Il n'y a pas de traité européen, il n'y a pas de constitution européenne plutôt, mais on voit apparaître progressivement des institutions qui vont faire fonctionner ce système. Ces institutions, elles tournent autour de plusieurs organes du pouvoir. La Commission européenne de Bruxelles, qui est une commission qui a le pouvoir exécutif, qui fait des propositions. Ces propositions sont ensuite examinées par le Conseil européen, qui est représenté par les chefs d'État et de gouvernement. Ces chefs d'État européens prennent donc des décisions par un vote, et ce vote, on appelle ça donc, c'est les lois européennes, on appelle ça des directives, qui vont ensuite être appliquées par les États membres. Il y a donc une séparation des pouvoirs, une répartition du rôle de chacun des organes du pouvoir. Donc c'est un mouvement qui est basé sur des valeurs démocratiques, des institutions qui sont basées sur des valeurs démocratiques, sur le rapprochement des peuples européens afin de préserver la paix et de créer une politique de coopération. Alors petit bémol, le Parlement européen qui est mis en place à ce moment-là est un parlement qui a peu de pouvoir puisqu'il n'a qu'un rôle consultatif et les députés européens ne sont pas élus au suffrage universel mais sont simplement composés de délégués de parlements nationaux. Alors, les premiers blocages, le nom est une Europe fédérale. De Gaulle ralentit la construction européenne. Alors, effectivement, dans les années 60, l'Europe va connaître ses premiers blocages. Notamment parce que la France, qui constitue un des grands pôles de la construction européenne, va en quelque sorte, là vous avez l'image de Gaulle, du général de Gaulle, président de la République, la France s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni au sein de la CE. Pourquoi cette opposition? Parce que la France craint finalement que le Royaume-Uni n'amène avec elle des principes trop libéraux, c'est-à-dire mise en place d'un marché totalement libéral, sur le modèle anglo-saxon, sur le modèle américain en fait. Les Français s'inquiètent aussi de la possibilité de voir l'influence américaine grandir au sein de l'Europe, puisque le Royaume-Uni est très proche des États-Unis. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la Grande-Bretagne finalement fait acte de candidature, mais c'est une candidature qui n'est pas totalement qui est liée, si vous voulez, au contexte économique, puisque la réussite de la CE pousse la Grande-Bretagne à essayer de rejoindre la CE, mais même si elle n'adhère pas totalement à ce projet, puisque c'est un pays qui est attaché à sa souveraineté, mais donc elle tente de rejoindre la CE pour des raisons purement pragmatiques en fait.
Alors du coup le non le veto de la France à l'entrée du Royaume-Uni au sein de la CE provoque une forme de blocage de la construction européenne et un recentrage de l'Europe autour d'un couple qui est le couple franco-allemand, donc De Gaulle et Adenauer, hein, qui sont les deux douaniers là qui s'opposent à l'entrée du Royaume-Uni au sein de la CE. Alors, dans les années 70, cette construction de l'Europe reste ralentie et on assiste à quelques progrès, mais il reste très timide. Elle reste très timide, pourquoi? Parce que même après la mort de Gaulle en 1970, eh bien, finalement, l'élargissement européen se fait lentement, hein. Le Royaume-Uni rejoint finalement la CE en 1973, mais c'est une intégration qui se fait sans grand enthousiasme, que ce soit de la part des Européens, mais aussi des Britanniques. Quant au reste de l'Europe, l'intégration au sein de la CE reste impossible, puisque l'Europe de l'Est est encore sous domination communiste, et l'Europe du Sud, elle, est sous domination de régimes autoritaires, hein, Franco en Espagne, par exemple, ce qui donc empêche l'intégration de nouveaux États au sein de la CE. Alors, cette construction ralentie, finalement, perdure jusqu'au début des années 80, où là, on assiste à un relance du projet européen, en fonction du contexte géopolitique qui va évoluer. Alors, le contexte géopolitique qui évolue favorablement, c'est d'abord la fin de la guerre froide. Donc la fin de la guerre froide va effectivement permettre l'entrée des États d'Europe de l'Est au sein de la CE, puisque avec la fin du bloc communiste et l'effondrement du bloc de l'Est, les États d'Europe de l'Est vont connaître une transition démocratique et vont pouvoir progressivement rejoindre la construction européenne. Il y a également l'intégration des pays d'Europe du Sud, qui vont progressivement donc rejoindre l'Europe, hein, parce que c'est la fin des dictatures au début des années 80. Donc ces pays, une fois débarrassés de leur système autoritaire, vont pouvoir rejoindre la construction européenne. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que la relance du projet européen se fait autour d'un axe fort qui est la mise en place d'une Europe libérale avec un traité qui est le traité de Maastricht. Donc en 1992, le traité de Maastricht est signé. Ce traité de Maastricht est un traité libéral. Libéral dans le sens où il crée un espace unique. On n'est plus seulement dans le marché commun, mais on est dans l'espace unique, c'est-à-dire la création d'un espace sans frontières intérieures, et donc la mise en place d'une union économique et monétaire. Donc effectivement, l'Europe, la CE qui est désormais devenue l'Union européenne, va se doter d'une monnaie unique qui rentrera en vigueur en 2002, et va également créer un espace sans frontières économiques. C'est ce qu'on appelle donc l'espace unique. Le traité de Maastricht donc permet véritablement de relancer la construction européenne autour d'un projet très libéral, hein, donc suppression des frontières économiques, mise en place d'une monnaie unique. Alors voilà donc la création de la zone euro, qui se met en place, hein, donc la monnaie unique qui s'installe la zone euro, hein, qui va être gérée par une banque qu'on appelle la Banque centrale européenne. Les États donc acceptent d'abandonner leur souveraineté monétaire à une autorité centrale qui est Francfort, où siège donc où se trouve le siège de la banque centrale européenne, ce qui est donc un signe fort de la relance de la construction européenne. L'espace Schengen est également créé. L'espace Schengen, c'est donc la libre circulation des hommes, donc la suppression des frontières physiques, hein, pour les populations qui peuvent donc désormais circuler librement
au sein d'un espace où finalement les barrières douanières sont progressivement supprimées.